الزف الأود مساء الخير عليكم. Bonsoir tout le monde. La révolution du sourire est à cette troisième année, toujours dans le même esprit de réaliser un changement de système de gouvernance en Algérie et de manière pacifique, pour dire simplement que le peuple ne tolère plus que des cercles occultes, loin des institutions légitimes, décident à sa place dans la gestion du pays. Depuis février 2019, le peuple est sorti par millions dans toutes les régions d'Algérie. Il a décidé de ne plus accepter le jeu imposé par des cercles occultes, ces mêmes cercles qui se sont accaparés les richesses du pays, ces mêmes cercles qui nomment et dégomment les présidents, ces mêmes cercles qui valident et invalident les candidats aux élections législatives, ces mêmes cercles qui veulent encore et encore garder le contrôle sur les institutions exécutives, législatives et judiciaires. C'est pour redonner légitimité à toutes ces institutions que le peuple décide d'imposer le respect de sa volonté et de ses choix dans le cadre des règles démocratiques qui seront établies à travers une période de transition indépendante du système. Pour l'instant, la seule réponse du pouvoir reste la violence, la répression et les arrestations pour exclure toute voix contredisant sa feuille de route et qui ne vise d'ailleurs que le recyclage du même système. Donc, la seule réponse du pouvoir en place est la politique de la terreur. Aujourd'hui, dans notre émission d'aujourd'hui, avec le groupe de réflexion qui vient de naître, un groupe de réflexion qui s'appelle CDA, le combat pour une démocratie en Algérie. C'est un groupe composé d'intellectuels, d'universitaires, de militants pour une voie démocratique en Algérie. C'est un groupe qui réfléchit, qui contribue par ses réflexions, par sa présence sur le terrain en tant que militant, pour tenter de participer à l'élaboration des solutions de sortie de crise durant cette révolution du sourire. Ce groupe tentera de répondre à certaines questions relatives à la nature du système et sa gestion militarisée de la vie politique en Algérie, sa stratégie répressive sur le Hirak, et aussi tenter de répondre quoi faire face à cette répression. Et sans oublier de discuter aussi les risques de cet aveuglement du pouvoir sur l'avenir de l'Algérie. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui parmi nous M. Majid Benchir, ancien doyen de la faculté de droit à l'Université d'Alger. M. Toufiq Allal, militant associatif dans l'immigration en France. M. Tahar Khalfoun, universitaire à Lyon. M. Ali Brahimi, juriste, militant de la démocratie en Algérie. Et moi-même, Kamel Mouktefi, modérateur et animateur de ces débats. Merci à vous de nous suivre. Nous allons tout de suite passer en revue toutes les thématiques que nous avons préparées pour cette émission d'aujourd'hui. Donc, comme première question, on va interroger notre doyen de la faculté, notre doyen, M. Majid Benchir, il va nous expliquer un peu la nature de ce pouvoir. Et on a vu que depuis que le peuple est sorti dans la rue pour revendiquer la démocratie, pour revendiquer un changement de système de gouvernance, le pouvoir remet sur scène la menace des forces extérieures et des forces intérieures, des ennemis imaginaires du système sur la stabilité du pays et l'unité nationale. Est-ce qu'il est encore possible, M. Benchir, que ces manipulations atteignent le peuple algérien? Est-ce que le pouvoir arrivera-t-il toujours
à manipuler le peuple par ses affabulations après le déclenchement du 22 février. Cela lui permet aussi de justifier sa gestion militarisée de la vie politique. Peut-on espérer un changement sans le retrait du militaire du pouvoir? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Content d'être avec vous et d'échanger avec vous. Vos questions, parce qu'il y a plusieurs questions que vous avez posées et qui sont toutes importantes, en fait, tendent toutes aussi à relier les mesures, les décisions, les politiques des dirigeants algériens au système politique. Et je pense que c'est une bonne position du problème que d'essayer de comprendre, par exemple, les politiques, mais les politiques des gouvernements en Algérie depuis toujours, mais surtout la répression qui s'est abattue sur le peuple algérien depuis maintenant surtout plusieurs vendredis. Le Hirak a été réprimé en réalité dès le début, mais depuis surtout les 2 derniers vendredis, la répression est véritablement déchaînée. Cela signifie qu'il y a dans le système politique, au niveau de la gouvernance, des décisions qui ont été prises pour passer à cette phase de répression déchaînée. Je crois que nous pouvons lier cela à la fois à la nature du système politique, à son fonctionnement, y compris dans les derniers temps. Chacun a pu remarquer qu'il y a seulement quelques jours, le Conseil de sécurité de ce système s'est réuni et il est probable qu'il a été question de la répression des forces populaires qui le combattent. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit pour le pouvoir de répondre à l'entrée en scène désormais du peuple algérien comme l'interlocuteur principal sur la scène, l'acteur principal sur la scène politique. C'est cela qui a fondamentalement changé sur les questions de politique en Algérie. C'est cette entrée en scène du peuple en tant qu'acteur politique, ce qui n'existait pas auparavant. Je crois que pour comprendre comment le système recourt à telle ou telle politique, et notamment à la répression, il faut essayer de voir quelle est la nature de ce système. Chacun sait qu'en Algérie, le système politique actuel date de 1962 et il s'est établi par la force. C'est-à-dire que c'est un système politique qui est né du recours à la force. Et il n'a jamais plus, depuis lors, abandonné le recours à la force pour régler les problèmes qui touchent le système politique. Que ce soit en 1962 pour son établissement, pour sa mise en place, que ce soit en 1965 pour élaguer en quelque sorte les branches qu'il considère comme désormais de mauvaises branches, c'est-à-dire l'élimination de Ben Bella à l'époque, que pourtant le groupe qui a pris le pouvoir en 62 a lui-même appelé au pouvoir et mis en place. Que ce soit par la suite, en 1988, en 1992, lorsque ils ont demandé à Chedli de démissionner, c'est-à-dire lorsqu'ils ont fait démissionner le chef de l'État, autrement dit, lorsque de nouveau ils ont recouru à la force. Que ce soit dans d'autres phases ou dans la dernière, notamment lorsqu'ils ont recouru à la force de nouveau pour éliminer celui qu'ils ont mis en place auparavant, c'est-à-dire le dernier chef de l'État algérien, Abdelaziz Bouteflika. C'est tout le temps le recours à la force. Quand recourt-il à la force directement? Lorsque le commandement militaire qui a pris le pouvoir en 62, qui a subi un certain nombre de transformations au fur et à mesure du temps qui a passé, au fur et à mesure des éliminations même entre eux qu'ils organisent, comme ils l'ont fait juste dernièrement depuis 2019, eh bien, quand il est intéressant pour bien comprendre cette répression, quand recourt-il à la force et passe-t-il au devant de la scène en prenant de telles mesures? Eh bien, chaque fois, vous le constaterez en regardant 1965, en regardant 1988, 1992 ou
dernièrement, 2019, avril 2019, lorsqu'ils ont écarté Bouteflika qu'ils avaient avant, comme je le disais, mis en place, c'est chaque fois, à chaque recours à la force et à chaque passage au devant de la scène du commandement militaire, c'est lorsqu'ils se sentent menacés. Et aujourd'hui, il est important de voir que grâce à son action, le Hirak a fait sentir le poids de la volonté populaire aux dirigeants, et notamment au commandement militaire, et probablement dernièrement à la réunion du Conseil de sécurité. Alors, évidemment, le fait que la répression s'abat sur le peuple est une tragédie, et c'est dommageable pour les populations. Le Hirak a adopté une voie pacifique. C'est un soulèvement du peuple pacifique qui revendique des libertés démocratiques, qui sont mieux revendiquées lorsqu'on recourt à la voie pacifique. Donc le peuple a choisi la voie adéquate, la voie qui convient à la construction d'un projet démocratique. C'est beaucoup plus dur d'avancer vers la démocratie lorsqu'on recourt à la violence. Mais là, le pouvoir, précisément, comprend mieux, par suite de sa nature, par suite des conditions historiques dans lesquelles il est venu, par suite des conditions dans lesquelles il a chaque fois tenté de se défendre et de prolonger sa vie, d'organiser sa survie, il comprend surtout le recours à la force. C'est donc le premier point. Le pouvoir se sent menacé et comme les fois précédentes, il recourt à la force. La répression, c'est un recours à la force. Ce n'est pas se placer dans une perspective politique. Cette manière de voir est renforcée en ce qui concerne le système politique par le fait que le système politique algérien, il est maîtrisé, il est organisé sous l'emprise. C'est ce que j'appelle sous l'emprise du commandement militaire. C'est pourquoi il est militarisé. Et quand un pouvoir est sous l'emprise d'un commandement militaire, qu'il est donc militarisé, il est appelé à réagir plus par la force que par des voies de réflexion politique. D'autant plus qu'un système politique militarisé, comme le peuple l'a démontré en disant les généraux, ça suffit, par exemple, ou en demandant un État civil et non militaire. Quand un système politique est militarisé, il ne met pas au centre du pouvoir des hommes d'État, des hommes politiques capables de procéder à des réflexions politiques pour répondre aux revendications des populations. Et c'est exactement dans cette situation où on est. Le pouvoir algérien aujourd'hui est dans l'incapacité, par suite de sa nature militarisée, de répondre par des analyses politiques aux problèmes, aux revendications qui sont soulevées par le peuple algérien, c'est-à-dire dégager le système militarisé et aller vers un autre système dans lequel on organise peu à peu un état de droit et les libertés démocratiques avec donc des élections libres, réellement libres, c'est-à-dire mettre fin à l'organisme politique principal du système politique militarisé, c'est-à-dire l'ex-DRS, quel que soit le nom qu'on lui donne maintenant, c'est-à-dire ce que l'on appelle dans les pays démocratiques, lorsqu'on parle de ces questions-là, la police politique. Lorsque le système donc se sent menacé, comme il se sent puisque le peuple algérien a mis à nu le système en disant non, ce n'est pas seulement Bouteflika qu'il faut enlever, ce n'est pas Chadli qu'il fallait seulement enlever, ce n'est pas Nzar qu'il faut écarter, c'est pas Gaïd Salah seulement qu'il faut écarter, c'est le système complet que nous voulons changer pour organiser pour notre peuple les libertés, la jouissance de ses droits des individus et des collectifs et des libertés, eh bien, évidemment, les dirigeants de ce système, c'est-à-dire le commandement militaire, se sont mêlés. Il suffit pour cela, d'ailleurs, de regarder à la fois la répression d'aujourd'hui, mais de voir aussi les éditoriaux qui sont ceux des dirigeants
les interventions qui sont celles des dirigeants et celles de leur revue, par exemple, de celle de la revue de la défense nationale. Tout cela concorde pour essayer de dénaturer les revendications du peuple, parce que nous ne pouvons pas l'affronter sur le terrain véritable sur lequel le peuple s'est placé, c'est-à-dire la construction de la voie démocratique, la voie pacifique, qui montre bien que jamais il n'a recouru à aucune violence, aucun service public jamais n'a été touché par ceux qui manifestent dans les wilayas et dans la capitale. Jamais, aucune violence à l'égard des personnes. Pardon. Et donc, il a démontré qu'il applique véritablement la voie pacifique et que c'est celle-là qui convient pour aller vers la voie démocratique. Eh bien, le pouvoir, parce qu'il est militarisé, parce qu'il n'y a pas d'homme d'État politique, parce qu'il est né du recours à la force et s'est perpétué à travers les différents points que j'ai cités, les différents moments historiques de l'histoire de l'Algérie que j'ai cités, parce qu'il s'est perpétué par le recours à la force, il recourt de nouveau à la force pour tenter de mater le peuple algérien et ses revendications. Et pour cela, pour donner le change, parce que lorsqu'un pouvoir dénature ce qu'il est, il dit qu'il est un pouvoir de parti unique, alors que le parti unique, le parti du FLN, n'a jamais été qu'un petit instrument au sein du commandement militaire. Il dit qu'il est socialiste. Jamais les gouvernements en Algérie et le commandement militaire n'a pensé une quelconque doctrine socialiste pour l'appliquer sur le terrain du développement. Jamais, lorsqu'en 88, 89, ils ont décrété qu'ils étaient désormais une démocratie libérale, jamais ils n'ont véritablement permis un fonctionnement démocratique de la société avec des possibilités de créer des forces politiques, des forces associatives, des syndicats indépendants. Jamais, jamais il n'y a eu une expression des libertés démocratiques en ce qui concerne les élections. Toujours, la police politique a contrôlé toutes les élections qui se sont déroulées. Le seul moment où ils ont pas pu, par suite de leurs propres différends à l'intérieur, et sans doute pour certains par suite des projets qu'ils construisaient déjà pour l'avenir, c'est-à-dire pour intervenir en France, le seul moment, c'est en 92, où ils ont où les élections ont été organisées dans une sorte de lutte interne au système. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, le commandement militaire, ou sa majorité, commençait à remettre en cause le pouvoir du chef de l'État qu'ils avaient pourtant choisi avant, c'est-à-dire Chedli, et c'est pour ça qu'après, ils lui ont demandé de partir. Vous voyez donc, tout le temps, ils procèdent par la manipulation des élections, manipulation, comme je l'ai expliqué, de leur propre nature. Ils ne se présentent pas comme ils sont. Ils sont aujourd'hui un pouvoir militarisé. Ils disent qu'ils sont un pouvoir démocratique issu des urnes. Ils projettent pour demain des élections démocratiques. Ils mettent tout en place pour les contrôler. Nous l'expliquerons probablement dans une autre émission. Voilà donc les conditions qui permettent de comprendre que la seule voie qui reste au peuple algérien aujourd'hui, c'est celle de la consolidation de la mobilisation. C'est celle de la continuité de l'effort pour marcher malgré les interdictions. Il n'est pas possible de demander à un système militarisé l'autorisation de marcher, parce qu'on sait sa réponse déjà, puisqu'il nous donne comme réponse une répression extraordinaire, une répression comme s'il combattait un peuple étranger en combattant son propre peuple. C'est tout cela qu'il faut donc avoir en vue. Il faut replacer la répression d'aujourd'hui dans le cadre de ce qu'est véritablement le système politique algérien aujourd'hui et puiser dans cette analyse les forces pour continuer le combat, pour le continuer comme il est, pour le diversifier chaque fois que c'est possible et pour qu'enfin les enfants de ce pays puissent reprendre espoir,
voir le soleil à l'horizon et mettre en place le système qu'ils ont choisi. Merci. Donc, merci, Monsieur Bouchir, pour cette présentation très succincte. Et puis, là, maintenant, on va donner la parole à nos amis. Celui qui a quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ce qui a été développé, donc toujours dans le même thème, le système militarisé et toute la nature du système qui garde l'Algérie dans un nuage sans fin. Toufiq, la parole. À toi la parole. Azoul Fillaoun, Khair alaikum, bonsoir tout le monde et merci pour l'invitation Kamel, réfléchir avec des amis euh, sur la situation actuelle et concernant notamment les manifestations du pouvoir autoritaire tel qu'il l'a décrit Majid dans son histoire et dans son fonctionnement. Euh, je ne peux pas rajouter, je souscris pleinement aux analyses de notre ami Majid. Ce que je voudrais, c'est que moi, je suis frappé en tant que militant donc, de l'immigration en France et à Paris. Ce qui m'a frappé sur comment s'organise la lutte contre la répression. On sait que pour des raisons antérieurement, pour des raisons justement de police politique, etc., les activités d'associatives de lutte contre les droits humains, pour les droits humains étaient bloquées. Et là, avec le Hirak, il y a eu petit à petit une montée, comme si on mettait les bouchées doubles à acquérir cette culture consubstantielle au Hirak. Et ça, j'ai remarqué, effectivement, c'est des réseaux, comme on peut dire, militants, mais la plupart, c'est des jeunes qu'on peut retrouver dans les réseaux, et pas seulement Facebook, hein, et aussi par mail, dans des listings, etc. Et je précise, j'ai parcouru en français parce que il y a en amazigh et en arabe aussi toute une liaison et toute une source d'information sur la répression. Pour m'en tenir au réseau que je suis, moi je suis frappé par trois choses sur la nature de cette lutte contre la répression. Premièrement, c'est la précision des informations, quasiment immédiate. Même quand il est libéré quelqu'un, un interpellé, on l'apprend tout de suite. Et c'est manifestement, il y a une culture militante, bien sûr, qui s'apprend, mais aussi une proximité avec le droit, la justice, certaines notions qui sont manifestement, il y a des avocats qui sont dans ces réseaux-là, qui alimentent le réseau et qui donnent une qualité, une précision remarquable. Bon, si on la compare à d'autres moments et dans d'autres pays, ça c'est vraiment extraordinaire. Deuxième chose, c'est le maillage. Et certainement ce maillage explique la précision. C'est que c'est à travers tout le pays. À travers tout le pays, on a l'impression que ceux qui sont très actifs pour la réussite de ces marches à travers tout le pays ont le souci immédiat de savoir qui a été interpellé, pourquoi. Ils suivent, et même au lendemain de la marche, le vendredi ou le mardi, il y a une continuité. On se renseigne où est-ce qu'il est. Il y a une solidarité de ces réseaux-là absolument incroyable. On va juste passer à notre ami Tahar Khalfoun, s'il a quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'a développé Majid. Oui, merci pour l'invitation à Zulflek et à Zul. Salam alaikum à tous ceux qui suivent ton émission. Oui, le livre de Majid publié en 2003, le système politique militarisé, explique parfaitement bien tout le mécanisme de fonctionnement d'un régime dont l'ossature est militaire. Donc l'explication est parfaite. Simplement, je souhaite dire deux mots, c'est-à-dire quand un système est mis en place par des militaires, et c'est le cas du système algérien depuis la mise en place de l'état-major général en décembre 1959,
c'est notamment cette structure qui voulait unifier un peu l'armée. C'est une armée de l'extérieur, mais finalement qui a fini par s'imposer même à l'ALN de l'intérieur. À partir de ce moment-là, la structuration du système militaire, elle est mise en place et elle évoluait au fur et à mesure, au fil des ans, jusqu'à 1962. Et 1962, c'est l'aggravation carrément du système militarisé. Et le propre d'un système militaire, parce que le personnel lui-même est issu de l'armée, et puis ensuite les civils qui sont choisis, qui sont mandatés à exercer le pouvoir parfois, et ils sont pétris, ce personnel est pétri, est imprégné de culture populiste. Et la culture populiste, par définition, elle nie le conflit. Le conflit, quand il fait éruption, un conflit politique, c'est une manipulation de l'étranger ou une manipulation de l'ennemi de l'intérieur. Et quand on est dans la négation du conflit politique, on le réprime. On ne met pas en place des mécanismes démocratiques de régulation des conflits politiques, mais on le réprime. Ça, c'est le propre de tout système militaire. On ne met pas en place des mécanismes de régulation du conflit politique quand il s'exprime. On le réprime systématiquement. C'est ce que vient d'expliquer Majid parfaitement bien, comment toutes les tentatives d'opposition depuis 1962, comment elles ont été réprimées, parfois même dans le sang. La deuxième chose, quand un système militarisé se met en place, il confond débat contradictoire, qui est le propre de toute société démocratique, sous les partis et les organisations, elles expriment des contradictions de la société autour des grandes questions de société. Et donc, ces contradictions, ces débats contradictoires qui sont tout à fait naturels dans toutes les sociétés, il les confond avec l'anarchie. Donc, il confond débat contradictoire et anarchie. Et il ne peut pas comprendre que des partis politiques puissent échanger, discuter, etc. Tout ça est perçu comme de l'anarchie, comme du désordre dans la société qui peut menacer évidemment les fondements de la société. Donc, ces confusions mènent à des situations, à l'impasse d'aujourd'hui. Il est incapable de concevoir que, donc, évidemment, les partis doivent s'organiser, doivent débattre, il y a des contradictions. C'est tout à fait naturel que les gens débattent. Et à partir de là, c'est l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui le pays est évidemment étroitement liée à la nature militaire de ce régime, comme vient de l'expliquer. Merci Tahar pour ce développement. Maintenant, on va passer à notre ami Ali Brahimi. Ali Brahimi, par rapport à ce qu'a développé M. Benchir sur la nature militarisée du système politique algérien. Et nous avons vu ces dernières semaines l'implication du Haut Conseil de sécurité de l'État qui a émis des fatwas, donc il a déclaré certaines organisations terroristes et puis certainement qu'ils ont discuté de la façon de gérer et de réprimer le mouvement pacifique donc, de la révolution du Sourire qui se passe en Algérie. Et nous l'avons vu ce vendredi avec une répression féroce, beaucoup d'emprisonnements, beaucoup d'arrestations et des gens blessés. Nous avons vu même certains engins utilisés par la police pour attaquer les manifestants. Est-ce que ça se confirme ou non? Alors, c'est quoi l'impact de toute cette politique sur l'état du mouvement Hirak en Algérie actuellement? Ça fait. Bonsoir. Merci Kamel pour ton invitation. Merci aussi pour la thématique parce que personnellement, depuis le début, j'ai toujours pensé que la question des libertés et la question du respect des droits de l'homme est au centre de toute poursuite et vitalité du processus révolutionnaire. Donc, c'est aussi une question, c'est aussi l'une des rares questions qui peut normalement d'emblée recueillir l'adhésion de tous les groupes et de tous les courants. La défense des libertés, la lutte contre la répression. Donc, bon, vous avez
Vous avez évoqué le Conseil de sécurité, mais auparavant, j'ajouterais juste, en fait, je déduirais juste de ce que dit Majid, que de par sa genèse, le pouvoir algérien est un pouvoir militaire qui refuse le politique comme moyen de régulation pacifique des conflits et des débats politiques. Et il est né dans la violence, il est violent. Il est violent, il fait preuve de violence institutionnelle, c'est le coup d'État permanent, et de violence physique qui va jusqu'au crime contre l'humanité, tel que le crime de torture, par exemple, il y a quelques semaines. En fait, c'est ça la nature du régime, la violence et le refus du politique sont consubstantiels à la nature du régime. Maintenant, sur le Conseil de sécurité, je voudrais vous dire que le Haut Conseil de sécurité, qui est un organe décidé par la Constitution et qui est assez ancien maintenant, n'est qu'un simple organe consultatif en réalité. Donc, moi, quand ils disent le Haut Conseil de sécurité s'est réuni, etc., théoriquement, ce n'est pas lui qui commande au président de la République. Le président de la République le consulte et ensuite prend ses décisions. Mais là, on est dans une inversion. On est dans une inversion. En 1992, le Conseil de sécurité s'est réuni alors que celui qui pouvait le convoquer a déjà été enlevé, c'est-à-dire Chedli, qui avait le droit de le convoquer. Et il s'est réuni, c'est là-bas qu'il a décidé de toute la suite des opérations. Donc on est loin de l'organe consultatif. Cette dernière réunion, pratiquement 2 réunions à la suite l'une de l'autre, semble avoir servi à imposer un peu la ligne dure, la ligne de la répression, parce que le Conseil de sécurité est composé d'une majorité de militaires et c'est également une espèce d'arbitrage entre les différentes autorités sécuritaires qui sont à l'intérieur qui s'est passé, et cet arbitrage semble bien, on peut forcer de conclure que l'arbitrage a eu lieu en faveur d'une ligne du tout répressif. Voilà. Maintenant, ce que cela a donné, et ce que nous avons vécu, en fait, ce n'est pas nouveau. La répression, pour rester fidèle aux événements, la répression a été la seule politique officielle avec laquelle le pouvoir algérien a fait face à la révolution populaire. Le seul moment où il y a eu une relative tolérance, c'est les premiers temps, lorsque le commandement militaire, avec à sa tête à l'époque Gaïd Saleh, voulait en fait faire de ce soulèvement un levier pour en finir avec Bouteflika et récupérer, en fait, voulait faire un coup d'État aussi bien à l'institution présidentielle connue, à la vitrine civile, que à la révolution citoyenne en prenant le pouvoir. Mais juste après, qu'est-ce qui a été décrété? Il a été décrété un véritable état d'urgence sur les libertés. Interdiction du droit de réunion, interdiction de toute liberté d'organisation, aucune loi liberticide n'a été abrogée, aucune liberté nouvelle n'a été apportée. Les partis politiques étaient empêchés de tenir même leurs conseils nationaux dans des salles publiques. Les manifestations étaient soumises en permanence à une répression ciblée qui consiste à neutraliser tout militant activiste en le mettant hors d'état de nuire, en le mettant en prison, ou bien en le mettant sous contrôle judiciaire de manière à le fragiliser et à le neutraliser sur le plan de son activité politique.
Donc, tout cela est ancien. Tout cela est ancien. Et il y a eu des pics avec Gaïd Salah. Je rappelle que Feu Bourga, Allah yarhamou, un héros de la guerre de libération nationale, a terminé sa vie pratiquement en prison. Il a eu juste quelques mois de liberté avant de décéder. Donc, il n'y a pas eu que lui, il y a eu un chef de parti, Louis Ahnoun, et d'autres. Donc, ce n'est pas une stratégie nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est ce déferlement de violence policière et d'exaction avec un nombre impressionnant de policiers. Lorsque, à Alger, par exemple, le vendredi dernier, c'est 35 000 policiers qui ont été déployés. Et avec une violence inouïe. Même s'arrêter, même le fait de s'arrêter à deux dans une rue, immédiatement, dès lors qu'il s'agit des rues où avaient lieu d'habitude les manifestations, immédiatement vous êtes accosté par un groupe de policiers qui vous dit de circuler. Alors si vous êtes à plus de 2, 4, 5, c'est immédiat. Dès que vous arrêtez, dès que vous parlez en groupe, on vient vous dire séparez-vous, circulez. Et puis, la violence, vous avez vu le vieillard du vendredi d'avant, comment est-ce qu'il a été massacré physiquement. Donc, c'est une violence qui déferle, qui utilise le massacre physique des gens, qui interpelle, qui arrête. Et Wahid Ben Halla, qui est membre de la direction du MDS, qui a été emprisonné alors qu'il ne faisait que descendre d'un bus. Il était loin d'être dans un rassemblement et pourtant, il était tout seul. On lui a mis attroupement non armé. Voilà. Donc, quelques semaines auparavant, en fait, la stratégie a démarré avant ces 2 dernières semaines. Elle a démarré d'abord à l'Est, il y a plusieurs semaines. Ensuite, on a délaissé l'Est, on est venu vers l'Ouest. À l'Ouest, pratiquement, cela fait plusieurs semaines que toute manifestation est quasiment interdite, est quasiment impossible. Pas interdite, elles sont interdites. Quasiment impossible. Alors, on vous met, par exemple, à Alger, le vendredi dernier, on a mis des milliers de policiers dans la rue qui occupent tout le parcours. Et il ne peut y avoir aucun rassemblement possible. Pourtant, il y a eu quand même quelques groupes de jeunes, notamment à Dbih Sherif, notamment à Bab el Oued, qui se sont regroupés en hauteur des voies de parcours des manifestations et qui criaient Doula Madaniya Machi Askaria. Donc, voilà un peu la situation actuellement. C'est on veut porter un coup ultime au Hirak. Est-ce que cela est fait uniquement en prévision des élections pour permettre à une certaine campagne électorale de s'accomplir? Je ne le crois pas, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a une campagne de propagande odieuse qui est menée, qui voudrait que le Hirak soit désormais le fait de maquistes, de militants du MAC, déclarés pour l'occasion terroristes. D'ailleurs, je reviens à la parenthèse du Conseil de sécurité. Il n'y a pas cette histoire, cette procédure qui consiste à déclarer terroriste tel ou tel mouvement en Algérie, comme par exemple on le connaît aux États-Unis. En Algérie, c'est plutôt à partir de faits terroristes, que le passage devant la justice peut mener à déclarer un parti terroriste à partir de faits de ses militants. Ensuite, lui-même, il peut être déclaré terroriste et interdit. Mais on n'en est pas là. On est devant un conseil consultatif qui décide que tel mouvement est terroriste et une propagande qui dit que maintenant, le Hirak, paradoxalement, c'est le MAC qui continue, ou bien les séparatistes kabyles qui continuent le Hirak. Seuls eux continuent le Hirak.
alors que tout le monde sait que le MAC n'est pas du tout intéressé par l'Algérie, le MAC est intéressé par l'indépendance de la Kabylie. Le MAC ne s'inscrit nullement dans le Hirak, pas du tout. Depuis le début, il l'a dit. Ensuite, d'un autre côté, on vous dit le mouvement, c'est également un autre extrême, c'est Rachad que nous déclarons terroriste, qui est le Hirak désormais. Donc, on a deux Hirak, un Hirak Moubarak qui a permis à Gaïd Salah de faire un coup d'État et à Tebboune de devenir président de la République et à Chengriha de devenir chef d'État-major. Et on a un Hirak maudit qui est celui qui continue d'exiger une transition démocratique indépendante, qui continue d'exiger le retour à la souveraineté populaire, etc. Voilà la situation aujourd'hui. Mais moi, je pense que ça ne se limite pas aux élections. Ça va aller au-delà des élections. C'est bel et bien une décision. Les dernières répressions cachent une décision d'en finir définitivement avec le Hirak. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après le 12? Est-ce que le pouvoir va récupérer certains mots d'ordre de l'opposition, comme celui de conférence nationale, et nous imposer une transition comme il a fait au milieu des années 90, une transition qu'il aura conduite lui-même. Et évidemment, à ce moment-là, il tentera de récupérer des acteurs, mais tout acteur qui s'opposera sera mis hors la loi, ou bien le pouvoir va continuer tout simplement cette feuille de route jonchée d'élections frauduleuses et de simulacres référendaires et électoraux, et aller vers des élections communales et ensuite décider par la force que c'est terminé, la révolution citoyenne a créé la nouvelle Algérie qui est, tout le monde le constate, pire que l'Algérie de Bouteflika. Voilà, merci. Merci d'avoir développé ce point. Maintenant, on va passer à notre ami Toufiq Halal. Toufiq Halal de l'immigration, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'immigration aussi. Donc, notre communauté à l'international n'est pas restée sans rien faire par rapport à ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc, il y a des actions qui se mènent. Et aussi, de par votre implication sur le terrain aussi de milieu militants associatifs et tout ça, devant ce genre de situation de répression et de violence exercée par le pouvoir, quelle est la façon, la meilleure façon de faire face? C'est-à-dire qu'en tant que citoyen manifestant sur le terrain, quelle est la meilleure façon de faire face à cette répression tout en gardant l'esprit, en restant dans l'esprit de la silmiya et donc le pacifisme? C'est une question. Nous, très vite, dans les mouvements, enfin les mouvements, les organisations de l'immigration, on a été tout de suite en phase avec ce qui se passait au pays et on a suivi à peu près la même évolution. C'était d'abord, premier temps, populariser les exigences du Hirak, lui donner et le transmettre dans la société où on vit. Et très vite, la question de la répression s'est posée et on a essayé d'ouvrir une fenêtre à nos amis, camarades au pays qui posaient ces questions-là de la répression très vite. Certains connaissent les réseaux sociaux et réseaux Facebook. Cette question-là s'est posée très vite. Parce qu'elle était, on l'a découvert et de plus en plus, elle avait une double fonction. C'est mettre à l'épreuve la solidarité interne du Hirak. Deuxième chose, qui était aussi très importante, c'est que c'est devenu une mise à nu du système, ce que voulait dire le système autoritaire. C'était là tout le monde. Voyez comment ça se passait. Nous, dans l'immigration, il a fallu, c'était juste donner écho, c'est ça, une fenêtre
euh, aux luttes du peuple algérien pour l'avènement de l'état de droit et la démocratie, comme l'exigeait le Hirak, mais aussi une partie de susciter des mouvements de soutien et de solidarité à l'international et en nous inspirant exactement les mots d'ordre qui étaient et les activités militantes qui se déroulaient dans le pays, on leur donnait un écho ici en France et à l'international. Je pense que sans être nécessairement, il n'y a pas d'état-major hein, de lutte contre les droits humains et les libertés. Et d'ailleurs, c'est la caractéristique même de ces réseaux de lutte pour les droits humains et les libertés. Ils ont cette caractéristique, outre la précision de leurs informations, le maillage à travers le pays, et aussi la décentralisation, j'allais dire, consubstantielle à ce mouvement-là. Il n'y a pas d'état-major. Il y a des tentatives évidemment de coordination et tout, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pratiquement chaque ville a son petit réseau où tout de suite on est informé qui a été arrêté, qui a été interpellé, quelle est la suite à donner à son internement ou à son jugement. Il y a vraiment un niveau d'investissement dans les droits de l'homme unique, enfin exceptionnel. Et ça n'empêche pas, à mon avis, trois choses. C'est qu'il effectivement, il est devenu consubstantiel au Hirak. C'est-à-dire qu'il a enrichi le contenu du Hirak. Il l'enrichit, c'est-à-dire qu'il montre à tout le monde comment ça se passe un système autoritaire où on n'a pas le droit de manifester son expression, de manifester tout simplement. Ça, c'est vraiment, c'est devenu quelque chose pas à part, mais il est consubstantiel au Hirak. Il est aussi, j'allais dire, inclusif. Il y a des luttes, par exemple sociales, ou bien récemment encore la solidarité vis-à-vis des femmes enseignantes à le drame qu'il y a eu dans le sud du pays. Ces réseaux-là se sont mobilisés. Ils se sont ouverts à des problématiques relativement qui sont des luttes quotidiennes. Hein, il leur donne, il les inclut. C'est comme si le Hirak portait aussi cette richesse, une ouverture sur les libertés, une ouverture sur la solidarité d'une façon remarquable. Enfin, il y a autre chose, et c'est là où je reviens à l'histoire de l'extérieur, c'est que très vite s'est fait jour, et quelque chose qui est une expérience collective, c'est que, rappelons-nous, avant le Hirak, chaque fois qu'on essayait de poser le problème à l'international, c'était tout ce discours néo-wataniste qui dit vous contribuez à faire rentrer l'étranger dans nos luttes. Cet obstacle-là a été franchi. Ça a été franchi. Dans la mesure où on comprend que la lutte des droits humains a une portée internationale. Elle est bien sûr interne, mais très vite. Et nous, ça a été d'une très grande facilité pour nous de faire diffuser, populariser les luttes des luttes du peuple algérien pour l'avènement de l'état de droit et les libertés. Et ce, avec j'allais dire, en tous les cas en France, on a pu le constater autour de nous, ça a été un facteur de renouer d'anciennes amitiés de certains éléments du peuple algérien, du peuple français, des associations qui étaient nos amis, nos camarades dans la lutte pour l'indépendance du pays. Ils sont revenus. Ça a été un pont nouveau et qui nous ont aidés, notamment certaines associations et partis politiques, qui nous ont parfois prêté des locaux, des choses comme ça. On a essayé, en ayant toujours évidemment la maîtrise du mouvement,
avoir cette fenêtre constamment ouverte vis-à-vis à l'extérieur. Et ça, je pense que c'est très bien intégré, cette dimension-là, parce qu'après tout, ils te disent notre pouvoir négocie avec, fait passer une certaine image de ce que c'est le Hirak. Et ben, il y a des amis qui sont dans l'émigration qui peuvent donner des arguments, donner auprès des journaux, auprès des réseaux, de rétablir la vérité, rétablir les faits. Et c'est ce qu'on essaye, ce qu'on a essayé de faire, qu'on continue à faire. Et là-dessus, on poursuivra le travail. Voilà. Avec quelques initiatives qu'on a prises, certaines pétitions, certaines. Voilà. Voilà la situation par rapport à l'international et particulièrement en France. Et c'est très important parce que aussi on vise pas seulement, disons, les plus actifs, mais à travers notamment nos amis, certains militants associatifs français et tout, viser aussi les Algériens de la deuxième, troisième génération qui sont effectivement très, très intéressés, plus qu'intéressés. Pour une fois, leur pays renvoie, pays d'origine de leurs parents, renvoie une image de combat pour les libertés, pour l'état de droit. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important et une bonne pour l'avenir. J'ai aucun doute que ce travail-là se poursuivra avec la même sympathie et la même solidarité. Merci beaucoup pour le développement. Monsieur Benchir, de ce que Ali Brahimi a développé ou Toufiq Halal, il y a, on est un peu dans la question qui revient. Est-ce que le processus de la transition, est-ce qu'il est en cours? Est-ce qu'il n'est pas un peu occulté, un peu mis de côté dans le débat par rapport à la répression qui s'exerce actuellement sur la scène politique? Cela dépend de l'angle auquel on se place. Moi, j'ai toujours pensé que dès lors qu'il est bien clair que désormais en Algérie, sur la scène politique, l'acteur principal, c'est en réalité le peuple soulevé, c'est-à-dire le Hirak. Le pouvoir, il est en réaction. Le pouvoir refuse les revendications du Hirak. Et donc, il ne parle pas de la transition démocratique. Il parle de la transition qu'il estime être la sienne, c'est-à-dire il estime que lui-même a apporté et apporte encore les réponses contenues dans les revendications du peuple soulevé. Ce qui est une manière fausse de poser le problème. Le problème, il ne se pose pas comme ça. Le problème, il dit, c'est désormais, vous êtes hors intérêt de l'Algérie. Vous n'êtes pas légitime. Vous n'avez jamais été, mais vous ne l'êtes pas. Maintenant, on le voit clairement, on vous le dit. Vous devez donc dégager, vous devez donc partir. Pour le peuple, la transition, c'est mettre en place un processus qui permet d'enlever ce qui, dans le système actuel, ne permet pas d'avancer vers la démocratie, et donc, par exemple, dissoudre la police politique, autrement dit, plus de sécurité militaire en tant qu'organisme politique chargé de gérer la vie politique. La sécurité militaire, elle concerne les problèmes qui peuvent se poser au sein de l'armée ou qui concernent des problèmes de sécurité nationale, internationale, classiques pour tous les États. Donc, la question de la transition, elle ne passe pas à l'arrière-plan pour le peuple soulevé. C'est sa revendication, puisqu'il demande que le système dégage. Comme le Hirak est pacifique, il est nécessaire d'avoir une transition démocratique. Qu'est-ce que c'est alors la transition démocratique? C'est la mise en place d'un certain nombre d'éléments
ça peut être des institutions, des organes, des comités, ça peut être des règles et des principes qui vont conduire une phase pendant une période, par exemple pendant un an et demi, 2 ans. Ça sera décidé compte tenu du rapport de force au moment où le pouvoir accepte de voir la vérité en face selon laquelle il ne peut pas régler les problèmes du pays. Et par conséquent, il faut qu'il accepte de négocier avec les forces qui émergent et qui vont pouvoir mettre en place de nouvelles institutions qui seront, elles, légitimes, démocratiques. Donc, la question de la transition démocratique, elle est au cœur de la revendication ou des revendications du Hirak. On ne peut pas enlever un système et passer brusquement dans un autre système complètement différent qui est un système démocratique. Il faut préparer le nouveau système. Il faut préparer de nouvelles élections libres. Il faut donner du courage aux populations qui ont souffert de la répression, qui ont souffert du chômage, qui ont souffert de la harga qui revient de nouveau. Et il faut donc prendre aussi, non seulement des mesures politiques, il faut commencer à préparer une justice indépendante. Tout ça ne peut être fait, ce travail de préparation d'une nouvelle ère politique pour l'Algérie, c'est-à-dire la démocratie, que par une transition démocratique. Et cette transition ne peut pas être dépendante du système, puisque précisément l'objet de la lutte du peuple algérien, c'est d'enlever ce système. La transition ne peut pas donc être menée comme le prétend actuellement le chef de l'État et comme le prétend en réalité plus fortement encore le commandement militaire. Cette transition ne peut pas être menée par eux, parce qu'eux, ils feront ce qu'on vient tous de décrire. Ils feront ce qu'ils croient être la meilleure voie pour persévérer dans leur existence, dans leur être, comme on dit, c'est-à-dire pour sauvegarder le système. Tout ce qu'ils peuvent faire, eux, c'est comment sauvegarder le système. Ils n'en connaissent pas d'autres. Ils ne peuvent même pas, de par leur nature, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, envisager autre chose que sauvegarder le système. C'est pourquoi il faut donc non seulement garder l'idée de transition, le projet de transition, parce qu'il est nécessaire, parce qu'on ne peut pas passer autrement à un autre système démocratique, il faut le préparer. C'est pourquoi il faut, pour y arriver, mobiliser encore et mobiliser toujours pour que cette transition démocratique indépendante soit une réalité. Merci beaucoup, M. Belchir, pour ce développement. Et vous avez touché un point, c'est le retour des Haraga, c'est le retour du désespoir. Nous l'avons vécu au début. Donc, c'est-à-dire qu'avant le 22 février, nous avons vu que les jeunes étaient désespérés. Ceux qui avaient des diplômes quittaient le pays. Donc, c'est l'hémorragie en termes de compétences et de cerveau. Et ceux qui n'avaient pas de diplôme, ils prennent des barques de fortune et puis des embarcations de fortune pour traverser la Méditerranée. Il faut souligner aussi, hein, le désespoir en Algérie n'a pas poussé les gens à rejoindre le Daesh, hein, donc à y aller à pied vers l'Est. Ils ont choisi de traverser, d'y aller vers l'Europe, donc à travers les embarcations de fortune. Ça, il faut le souligner, c'est très intéressant. Je reviens à notre ami Tahar Khalfoun. Cet espoir-là qui est né du Hirak et qui a vu que le phénomène Haraga a diminué, sinon a disparu pendant une certaine période, il vient maintenant de reprendre. Il y a aussi la situation socio-économique qui s'abat vraiment sur les Algériens avec la situation Covid qui se rajoute aussi. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Et surtout, quel sera l'impact sur le Hirak et l'avenir de la construction de la démocratie en Algérie? Oui, alors merci. Le phénomène du Haraga exprime d'abord et traduit le drame national, un drame national à travers le nombre qui se compte par milliers
de jeunes Algériens qui traversent chaque année la Méditerranée sur des embarcations de fortune, comme vous le dites si bien, pour rejoindre l'autre rive de la rive nord de la Méditerranée. Il se traduit également par les milliers d'Algériens, jeunes Algériens noyés en Méditerranée et qui se trouvent donc dans les morgues espagnoles, italiennes, grecques, turques parfois aussi, maltaises, pardon. Et c'est véritablement une hémorragie de jeunes Algériens qui prennent leur courage à deux mains pour traverser la Méditerranée avec tous les risques que cela engendre pour leur vie, parce que souvent c'est des centaines de milliers qui sont, c'est des centaines qui sont repêchés par des organisations humanitaires libyennes, tunisiennes, espagnoles, italiennes, etc. Et c'est chaque année. Donc ces vagues successives d'immigration clandestine vers l'Europe est un phénomène qui a commencé vers la décennie 90, mais on peut aussi en parler de tous ceux qui sont partis. Je crois que ça a été souligné depuis 1962. Le phénomène est profond, c'est-à-dire là, nous avons le drame qui s'exprime par cette fuite, et puis le drame de la négation même de la harga. C'est-à-dire ce régime, il est constamment dans la négation du conflit, la négation de la harga. Il ne le prend pas en charge. La harga est niée même dans le jargon, dans la langue. C'est quelque chose qui est très nié officiellement. Alors je peux citer très rapidement. Le Larousse a introduit la harga en 2011. Il est rentré dans l'encyclopédie Larousse depuis 2011. La harga est rentrée dans l'encyclopédie Wikipédia. Alors que dans le Mounjid, pourtant c'est un mot arabe, haraka, etc., on ne le retrouve pas. Cela est très significatif de la négation des conflits. Au lieu des conflits, un conflit politique ou des phénomènes sociaux comme la harga. Donc on ne tient pas compte, même si la jeunesse le phénomène n'est pas traité. Et c'est extrêmement grave, puisque des chefs du gouvernement sont exprimés sur ce phénomène. C'est notamment l'ancien chef du gouvernement du FLN, le barbe FLN, comment il s'appelle, Belkhadim. Et il disait que bon, ils veulent se marier avec des Européennes, etc. Ils peuvent partir. Donc c'est vraiment une négation de ce conflit. Et c'est quelque chose qui traduit ce drame de la société algérienne qui est mutilée par ce régime. Mutilée depuis 1962, puisque l'opposition historique a été chassée, exilée. Nous avons par la suite le phénomène d'exil, en fait, de l'exil forcé des milliers de Marocains en 1975 suite au conflit du Front Polisario. À partir des années 80, beaucoup d'universitaires ont commencé à quitter le pays, puisque c'est irrespirable. On sentait déjà que le climat était très lourd. Alors, ce phénomène est aggravé à partir de la décennie 90, où nous avons maintenant en France, au Canada, en Amérique du Nord, dans différents pays européens, des milliers d'Algériens qui sont arrivés, très souvent des diplômés, des universitaires qui ont quitté le pays et qui se retrouvent donc en Europe. Et là, nous avons le phénomène de la harga. Donc, régulièrement et périodiquement, la société algérienne est mutilée. Elle est mutilée par des départs successifs soit qui soient jeunes ou qui soient grands. En tout cas, c'est un phénomène qui est quasiment lié étroitement à ce régime. On peut se rappeler également dans un discours du colonel Boumedienne en 1974, puisque bon, il a exhorté les Algériens à quitter le pays pour ceux qui ne sont pas satisfaits de ses choix politiques. Je leur ai demandé si vous voulez partir, vous quittez. Donc le pays est devenu une propriété de ce régime, et tous ceux qui expriment une opinion divergente ou dissidente est traité de manipuler de l'étranger. Donc non seulement il confond débats contradictoires, débats politiques, etc. et des autres, mais il confond, et c'est cela le drame, adversité, opposition et ennemi. Il est constamment
à la recherche de l'ennemi, c'est à la fabrication de l'ennemi. C'est le propre de tous les États, bien évidemment. Il y a le livre récent de Pierre Conesa qui montre très bien cette quête permanente de la fabrication de l'ennemi, mais le régime algérien est devenu mais véritablement un spécialiste dans la fabrication de l'ennemi. Dès qu'il y a un conflit, on va chercher tout de suite l'ennemi de l'intérieur ou de l'extérieur pour préparer la répression. Donc, voilà en gros ce que je peux dire sur ce point. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un phénomène qui doit inquiéter les politiques publiques, qui doit inquiéter le régime et qui doit être pris en charge sérieusement, notamment d'abord parce qu'il traduit aussi, non seulement le drame national, il traduit aussi l'absence totale d'anticipation et de prévoyance. Il n'y a pas de planification. Tous les pays, notamment la Tunisie, ont planifié, ont fait la politique de la maîtrise de la natalité. Il y a 1 million d'Algériens qui naissent chaque année. C'est énorme, c'est beaucoup, parce qu'il faut planifier. Quand on a 1 million d'enfants, on sait qu'il faut les scolariser, il faut leur trouver du travail, il faut des classes, il faut des écoles, il faut des professeurs, des instituteurs, etc. Aucune planification, parce qu'on ne veut pas affronter les islamistes. On ne veut pas, évidemment, on ne veut pas, mais en tout cas, bon, je pense même qu'ils sont convaincus de cela. Le Bourguiba a été le premier à mettre en place une politique de maîtrise de la natalité. C'est énorme, 1 million par an. C'est beaucoup. Donc, on n'anticipe pas, on ne planifie pas, et on a des milliers de chômeurs, enfin de diplômés chômeurs qui arrivent chaque année sur le marché, mais on est incapable de leur trouver des débouchés, et ça crée un véritable désespoir. Si bien que des milliers qui partent à l'étranger. Donc, il y a le problème de la maîtrise de la natalité qui n'a pas été traité pour des raisons de conception politique, pour des raisons qui tiennent à l'islamisme, etc. On ne veut pas affronter les imams et on n'arrive pas à anticiper, à projeter, à créer de l'emploi, à créer des écoles, à créer, etc., d'emplois pour la jeunesse pour qu'elle ne parte pas, pour qu'elle ne prenne pas ce risque de mourir, d'être noyée en Méditerranée. Voilà en gros ce que je veux dire. Merci Tahar pour cette intervention. Ali Brahimi. Tahar a parlé d'absence d'anticipation et d'absence de planification, vraiment. Et on sent que le peuple, et on l'a toujours dit, le peuple, il dépasse ses gouvernants en termes d'intelligence et d'analyse. Le peuple, il est dans la patience. Il sait que le pouvoir, ce système doit passer, doit partir. Il n'est pas intéressé par ses agendas, par rien du tout. Et ce pouvoir qui fait dans la gestion de sur place, il est en train de temporiser, de se maintenir par des élections, par des traficotages et des manipulations. Est-ce que ce peuple, il va... Quels sont qu'est-ce que tu imagines après le 12-6, donc après les élections législatives, qu'est-ce qui va se passer pour justement surprendre ce pouvoir qui est en absence de planification et d'anticipation? C'est difficile de pronostiquer. Il y a une seule chose de sûre, la rupture entre le régime et le peuple est consommée. Nous sommes en présence d'un processus révolutionnaire qui consacre une dissidence collective majoritaire du peuple algérien dans le moindre village d'Alger. Maintenant, quelle voie va emprunter ce processus révolutionnaire pour aller vers la démocratie? Parce que c'est un processus révolutionnaire qui revendique la démocratie et un exercice démocratique de la gouvernance politique sur la base de la souveraineté populaire. Personne ne peut dire exactement quel cheminement cela va emprunter. Dans l'immédiat, ce qu'il faut retenir, c'est la gronde du Front social. Le Front social se réveille parce que la situation économique est catastrophique. Le Covid, nous sommes censés être un pays riche, mais nous avons beaucoup moins fait que l'État marocain, juste à côté de nous, qui n'est pas un pays pétrolier, pour prendre en charge les conséquences du Covid.
il n'y a aucune stratégie économique de création d'emplois. Il y a 40% des jeunes diplômés qui sont au chômage. Ça vous donne une autre explication de la harga, dont parlait Tahar, et qui en fait la harga illustre l'échec économique et politique du régime. La preuve, c'est ce chômage qu'il y a ici, cette mal-vie, et une autre preuve, lorsque le Hirak a démarré, dans les premiers mois où il y avait de l'espoir, la harga a complètement cessé à partir des côtes algériennes. La reprise de la harga aujourd'hui est proportionnelle à la répression et à la fermeture politique dont fait preuve le régime. La harga est également une preuve de l'échec de la politique de soutien des États européens à la dictature en Algérie. Les États européens soutiennent la dictature en Algérie en pensant qu'il vaut mieux un pays bien contrôlé qui va nous éviter le déferlement de hordes subsahariennes et de hordes maghrébines vers l'Europe. En réalité, c'est totalement l'inverse. L'Europe, si elle veut vraiment regarder de près à sa politique de soutien à la dictature en Algérie, je parle bien sûr de l'Europe officielle, je ne parle pas des parlements ou bien des partis amis de l'Algérie ou bien des peuples européens qui sont amis de l'Algérie et qui ont aidé l'Algérie à se libérer il y a 60 ans du colonialisme. Donc, c'est une autre preuve de cet échec, de cette politique. Si les pays européens veulent véritablement échapper au phénomène de la migration clandestine, ils ont plutôt intérêt à soutenir la démocratie dans le sud de la Méditerranée et à développer une politique de développement solidaire avec la rive sud de la Méditerranée. Je reviens à la question socio-économique. Il n'y a aucun plan jusqu'à maintenant. Les promesses, vous vous souvenez, tout le monde se souvient de la promesse du président Tebboune qui disait « Je sais comment rapatrier les 1000 milliards volés. Mais je ne vous donnerai pas le plan parce que d'autres, ils vont échapper. » Eh bien, le président Tebboune a dépassé allègrement maintenant l'année. Cela fait 17 mois, 18 mois maintenant qu'il est président, une année et demie. Il n'y a jusqu'ici aucune démarche véritablement construite, aucune stratégie d'État pour récupérer les fonds évadés et détournés d'Algérie et qui permettront, s'ils étaient rapatriés, de faire reprendre espoir à l'économie, de mettre en place réellement une stratégie économique qui va créer de l'emploi et de créer de l'emploi productif et non pas les fameux gardiennages de Bouteflika, et aussi de tenir une transition sérieuse, une transition démocratique sérieuse. Même de 2 années, 3 années, sans aucun problème. 1000 milliards de dollars, c'est quelque chose d'énorme. Pour rappel, la reconstruction de l'Europe occidentale, après la Deuxième Guerre mondiale, avec le plan Marshall, a mobilisé 80 milliards de dollars de l'époque, qui sont environ maintenant peut-être, qui sont l'équivalent d'environ 400 milliards de maintenant. Donc, c'est vous dire que en réalité, nous sommes devant un pouvoir qui a décidé, c'est le même pouvoir, avec le même personnel inamovible, incompétent, corrompu, qui a décidé de garder le pouvoir de force, avec le même personnel octogénaire. Merci Ali. Donc, on arrive
à la fin de l'émission, vous allez avoir le mot de la fin. Donc, chacun va essayer de donner son avis. Et on donne toujours l'émission, le thème de l'émission, c'est la répression que le pouvoir exerce sur le Hirak. Et nous devons être conscients que le pouvoir ne lâchera pas. Le pouvoir va continuer parce que ça y va de sa pérennité, de son existence en tant que système, en tant que pouvoir. Je vous donne la parole. Toufiq Halal, le mot de la fin. Non, les analyses et les réflexions avancées, tout concourt vraiment à poursuivre le combat dans la mesure où, comme l'ont souligné, il n'y a pas création d'un espace de négociation aucun. Donc, le combat continue. En développement particulièrement dans l'immigration, non seulement la popularisation des exigences, des revendications du Hirak, on va continuer à faire ce travail-là, plus effectivement la répression, parce que les gens sont très sensibles à cette question de répression, parce que je ne sais pas, en Algérie, je pense qu'au pays, on pense la même chose, mais les discussions que j'ai autour de moi, la question de la répression, la question donc du combat pour les droits humains et les libertés, elle est cardinale. Elle donne même, c'est pas tactique, c'est le levier même du mouvement du Hirak. Voilà, donc... Merci. Taha, quelque chose à un mot de la fin? Non, simplement pour dire, concernant pour revenir d'un mot sur la question de Haraga, Ali en parlait à l'instant, et c'était pour dire que la presse espagnole a fait état récemment de 11 500 jeunes Algériens arrivés sur les terres ibériques depuis le 12 décembre 2019, c'est-à-dire depuis le 12 décembre 2019, après l'élection de Tebboune, enfin, la désignation du chef d'État Tebboune. Donc, le phénomène de Haraga a repris après avoir été suspendu depuis le début du Hirak, c'est-à-dire depuis février 2019. Nous avions assisté à une suspension du Hirak, puisque le Hirak a suscité l'espoir au sein de la jeunesse algérienne. Et dès lors que le chef d'État Tebboune a été installé, le phénomène a repris de plus belle. Et donc, la presse espagnole a fait état de 11 500 Algériens il y a un mois, environ, Algériens arrivés en Espagne. Et je termine sur cette situation d'impasse totale dans laquelle se trouve aujourd'hui le pays du fait de ce régime. Il n'y a pas d'autre solution, hormis celle de la mobilisation, du cours pacifique de la mobilisation, de trouver des moyens d'intensifier la mobilisation pacifique, seul moyen, me semble-t-il, pour évidemment rompre avec ce régime, le dégager une bonne fois pour toutes, parce qu'il est l'une des principales raisons de l'échec de l'indépendance. Merci. Allez, s'il y a quelque chose à rajouter comme mot de la fin, on laisse après la parole à notre ami Brichir pour finir. Merci d'abord encore une fois de cette émission. La question de la lutte contre la répression et le respect des droits de l'homme est primordiale pour le maintien de la mobilisation. Je le redis, je l'ai déjà dit. Le pouvoir tient grâce à la fidélité des appareils de coercition de l'État, c'est-à-dire la police, l'appareil judiciaire, l'armée, etc., à une fidélité quasi idéologique de ces appareils. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle il tient, c'est le soutien ou l'indifférence ou l'incompréhension des puissances étrangères qui lui apportent leur concours, notamment les puissances, les États démocratiques, les gouvernements démocratiques. La lutte contre la répression est au centre. La lutte pour gagner l'opinion internationale est également au centre. Il est important, il est très très important que notre communauté à l'étranger prenne en charge ces deux aspects. C'est comme ça que le pouvoir reculera sur la question de la répression et c'est comme ça également que l'on consolidera
la mobilisation citoyenne. Ben, nonobstant cela ne suffit pas, il est important que tous les réseaux anti-répression ici rassemblent leurs énergies. Il y a un appel en ce sens qui a été fait par 4 organisations tout récemment. C'est une très très bonne initiative. La CNUAC, le Comité contre la torture, le FUD et le réseau anti-répression. Un appel à rassembler les différentes organisations contre la répression de manière à pouvoir informer, à pouvoir maintenir la mobilisation populaire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Benchir, vous avez le mot de la fin. Merci Kamal. Mon mot de la fin, c'est en fait le mot de tous mes camarades qui viennent de parler. Je fais mien tous ces arguments, ces appels et plus encore cette détermination à continuer le combat. C'est un moment difficile pour le peuple algérien, quel que soit l'endroit où se trouvent les enfants de ce peuple. Au Canada, en France, en Europe d'une manière générale, en Asie ou en Afrique ou dans toute autre partie du monde. C'est un moment difficile pour le peuple algérien, c'est clair. Quand un peuple est réprimé, c'est un moment difficile pour ce peuple. Mais le peuple algérien a montré dans son histoire qu'il sait faire des moments difficiles, des moments où il trace des perspectives en montrant sa résilience. Et ici, bien sûr, quelle que soit la difficulté, il faut continuer ce par quoi le Hirak, le peuple soulevé, est né, c'est-à-dire les manifestations du vendredi. Il faut que la jeunesse, et notamment la jeunesse étudiante, continue ce par quoi ils ont fait irruption sur la scène politique en tant que force politique, c'est-à-dire à manifester le mardi. C'est difficile tel ou tel mardi, eh bien que le pouvoir donc qui dilapide ainsi les ressources du pays mobilise tous les mardis de toute l'année 2021. Et s'il mobilise tous les mardis et tous les vendredis de l'année 2021, il faudra qu'il mobilise aussi pour empêcher, frapper son peuple, il faudra qu'il mobilise aussi en 2022, en 2023 et s'il le faut, les 2000 autres années suivantes. Voilà. Autrement dit, le pouvoir doit savoir qu'il a en face de lui un peuple soulevé, résilient, déterminé à lutter pour sa liberté, comme le disent les manifestants, il faut qu'il soit persuadé que cette mobilisation des forces militaires, policières du pays, tel ou tel vendredi, ne suffiront pas pour casser la détermination du peuple algérien. Je sais que cela lui sera difficile parce que malheureusement ce pouvoir ne comprend pas des hommes capables d'analyser la situation politique et d'en tirer les conséquences pour le bien du pays. Il est obnubilé, il est centré uniquement sur la force et sur la sauvegarde du système parce qu'il sait d'expérience qu'il ne tire des avantages personnels antipatriotique que sur la base de la sauvegarde du système. Les procès que nous avons vus se dérouler montrent vraiment combien ce système est allé loin dans la corruption et la dilapidation des ressources du pays. Donc, maintenant, évidemment, il est très difficile de dire aujourd'hui quelles sont les formes alors de mobilisation qu'il convient de... On a pratiquement tous répondu déjà sur un point. Il faut tout faire pour continuer de manière pacifique, sereine, déterminée, l'expression de la volonté du peuple le vendredi et de la volonté de la jeunesse
aidés d'ailleurs par les populations, le mardi. Il faut aussi savoir préserver les populations. La voie pacifique est faite justement pour préserver les populations. C'est-à-dire il ne s'agit pas d'appeler les gens à aller de poitrine ouverte devant les matraques. Vous n'employez que le mot matraque. Donc, la stratégie pacifique appelle la réflexion sur les moyens de la lutte, appelle la définition de stratégie et la résilience d'un peuple dans les moments difficiles peut être, comme celle-là, peut être d'aller vers des consultations élargies entre les différents acteurs du Hirak. Il faut que tous ceux qui sont fidèles à l'idée de Hirak se rencontrent, échangent entre eux. Il ne s'agit pas de désigner un chef, il ne s'agit pas de créer une structure, il s'agit d'échanger des idées, de voir comment il faut mieux lutter dans telle ville, dans tel quartier, dans telle zone ou région du pays. Nous avons besoin de la coordination des différents groupes intellectuels, travailleurs, pour que l'on mutualise, comme l'ont dit mes camarades. Il faut qu'on mutualise nos efforts, nos ressources, nos connaissances. Et cela exige qu'on se parle entre eux. Et à quelque chose de malheureux bon, peut-être, eh bien, cette période-là, il faut accentuer, intensifier les consultations entre les différents acteurs du Hirak, entre les différents comités qui se sont déjà formés, contre la torture, contre la répression, ici ou ailleurs, quel que soit l'endroit où ils se sont formés, entre les personnalités. De nombreuses personnalités ont signé des appels pour la solidarité internationale, pour la mobilisation, pour lutter contre la torture, pour dénoncer la répression, en Algérie et à l'étranger. Nous avons eu des centaines d'intellectuels étrangers de tous les continents qui ont signé un appel initié par des Algériens pour dire qu'ils sont solidaires de la lutte du peuple algérien pour les libertés démocratiques, en se basant sur la nature militarisée du système pour appuyer la revendication d'un état de droit démocratique, civil, non militaire. Tout cela existe déjà. Il faut l'amplifier. Voilà mon mot de la fin. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre première émission dans le cadre des débats thématiques de la CDA. Nous vous remercions de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour la prochaine émission sur le thème des élections législatives du 12 juin prochain. À la prochaine. Merci beaucoup.